part de Bénédicte Alliot, directrice générale, qui ne peut pas être malheureusement avec nous pour ce début, mais nous rejoindra en cours de route. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je suis Joséphine Brunner, directrice adjointe de la Cité internationale des arts. Nous sommes très heureux donc, de poursuivre ces rendez-vous et rencontres que nous avons organisés en faisant donc résonner l'écho de la Biennale de Venise à la Cité internationale des arts, puisque dans le cadre de la Biennale de Venise de cette année, nous n'avons pas moins de 36 résidents actuels et anciens qui sont présentés dans les différents pavillons. C'est aussi donc, l'occasion ce soir pour nous de poursuivre notre partenariat de longue date avec Madagascar. Nous sommes donc ravis d'accueillir aujourd'hui, ce soir, donc, la présentation du pavillon malgache par Joël Andriano Mearisoa et ses deux commissaires, Rina Ranaïvo et Emmanuel Deidé. Puisque effectivement c'est un honneur, puisque c'est pour la première fois que le Madagascar présente donc, son pavillon dans le cadre de la Biennale de Venise, et un partenariat donc, de longue date entre Madagascar et la Cité internationale des arts, dans le cadre notamment du prix Paritana, qui permet donc de récompenser un lauréat chaque année qui, dans ce cadre, se voit reconnaître le droit de faire une résidence à la Cité internationale des arts. La Cité internationale des arts, s'il était nécessaire de le rappeler, c'est une fondation qui accueille en résidence des artistes du monde entier, de toutes disciplines. Nous accueillons 1200 artistes par an sur nos deux sites, Le Marais et Montmartre. Donc c'est notre troisième rendez-vous autour de la Biennale de Venise. Je vous invite également donc, à poursuivre, à être présent au prochain rendez-vous que nous organisons. Donc le 18 octobre, vendredi 18 octobre, avec Martha Kirsenbaum et Laure Prouveau, donc autour du pavillon français, une rencontre avec donc, l'artiste et sa commissaire. Mais également le 21 octobre, Angelica Mesiti qui présentera son projet présenté dans le cadre du pavillon australien. Et jusqu'au 20 octobre, vous pouvez également, et vous pouvez dès ce soir, aller jeter un coup d'œil. Côté rue, nous avons ce que l'on appelle la petite galerie, qui présente le projet d'Alban Mouya, autour du Kosovo. Voilà, donc je vous passe la parole sans plus tarder. Encore une fois, grand merci, et merci à vous tous d'être présents si nombreux ce soir. Bon, bonsoir à tous. Bienvenue à Madagascar, donc, même si nous sommes à Paris. Rin, Emmanuel. Voilà, comme ça, il n'y a pas de confusion, c'est important. Et peut-être avant de commencer par le projet et tout ça, je trouve que c'est toujours assez important de remercier. C'est peut-être aussi une petite tradition malgache, en tous les cas, de remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour ce projet. Alors avant tout, ce projet est un projet du ministre de la Culture de la République de Madagascar, avec deux associations qui sont extrêmement importantes, en tous les cas dans la production de l'œuvre. Donc il y a l'association Revue Noire à Paris et l'association Kantuk qui est à Antananarive. Ensuite, il y a un certain nombre de personnes qui soutiennent, qui ont soutenu le projet et qui le soutiennent toujours d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons Ruby Mécénat, nous avons le groupe Philatex, le fonds de dotation Thibaut Poutrel, nous avons la fondation Zinsou, mes galeries, la galerie Erix, la galerie Sabrina Amrani et la galerie Primo Marella. Et ensuite un certain nombre de personnes comme vont dire les amis du pavillon de Madagascar autour, qui sont des amis, des collectionneurs, et qui nous suivent partout. Juste pour des raisons aussi, pour dire aussi des choses un peu pratiques, le pavillon est toujours ouvert jusqu'au 24 novembre, donc vous avez le temps d'y aller jusqu'à ce moment-là. Et nous avons un compte Instagram qui est extrêmement bien, que vous pouvez suivre, qui est le Madagascar Pavilion Venice. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à mes commissaires pour commencer, pour parler un peu de tout ça. Emmanuel ou Rin ? Non, honneur aux aînés. Honneur aux aînés.
Oui, on a entendu effectivement qu'il y avait d'autres artistes qui allaient présenter leur pavillon, hein, le pavillon de la France et le pavillon de l'Australie. Vous pouvez bien imaginer que pour faire un pavillon Madagascar, c'est quand même une autre paire de manches, évidemment. Parce que là, on part d'une première fois, on part aussi d'un pays qui n'avait pas de représentation esthétique à l'étranger. Donc c'est vrai que c'était un engagement très 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 fort et qui a été porté de manière extrêmement brillante et extrêmement puissante par Joël. Donc c'est un peu toutes les difficultés au départ. Parce que ça coûte très cher. Hein. Un pavillon à Venise, c'est vraiment des conditions qui sont très, très difficiles. Donc il faut le porter. Et bien entendu, il faut trouver aussi un projet qui soit... c'est une compétition, Venise. Hein, c'est les Jeux Olympiques de l'art. Donc il faut un projet qui soit remarquable et remarqué, tout en restant fidèle à lui-même. Parce que Joël, bien sûr, est malgache, mais il n'est pas que malgache. C'est aussi un artiste tout seul, enfin un artiste en soi. Et il fallait aussi à la fois représenter Madagascar et se représenter soi-même. D'où cet exercice un petit peu particulier, un petit peu difficile. Et je pense qu'il a été plutôt réussi. Donc avec ce J'ai oublié la nuit. Mais je pense que c'est quand même mieux que ce soit Joël qui en parle plutôt que moi quand même. Je te repasse la parole. Je reparle tout de suite. Tu veux dire deux choses ? Tiens, on a un micro aussi. Oui, bonsoir à tous. Je pense que je continuerai dans le sens où ce pavillon existe maintenant parce qu'effectivement, on l'a souhaité. On a souhaité le faire exister. C'était le moment de le faire. C'était le moment de le faire parce qu'il y a un artiste, effectivement, qui pouvait le porter. Il y avait aussi un certain nombre de personnes qui sont liées à travers cet artiste aussi. Donc c'est une chaîne d'amitié qui existe et effectivement, on ne pouvait pas le faire autrement parce que c'est important effectivement que tout le monde se retrouve voilà, dans un projet aussi immense et qui demande effectivement aussi des vrais engagements. Et je crois que c'était le moment de le faire et on a réussi à le faire parce qu'il y avait tous ces engagements de la part d'un certain nombre de personnes. Et c'était aussi le moment de le faire parce qu'il y avait ce côté où effectivement notre pays, Madagascar, disparaissait un petit peu aussi de l'imaginaire mondial, de la scène internationale, et de replacer aussi d'une manière, à notre manière, ce pays dans cette topographie visuelle à travers effectivement un artiste qui est malgache, mais qui a aussi une histoire avec le monde, une histoire avec ce qui existe en dehors de son pays, qui est très très forte, et que c'était une belle manière de revenir, d'aller dans un événement comme la Biennale de Venise, qui est réellement un événement, c'est la Biennale d'art contemporain. Et donc c'est la somme de toutes ces visions, c'est la somme de toute cette représentation qui effectivement qui nous a poussé tous à monter ce projet. Voilà. Bon, voilà, on a le contexte. Madagascar, c'est difficile, mais on y arrive. Madagascar n'est pas difficile du tout. Et justement, je pense que c'est un projet qui montre un autre visage de Madagascar, ou en tous les cas qui peut montrer d'autres espoirs que le misérabilisme. Ça, c'est quelque chose que j'avais besoin de le dire, parce qu'on va arrêter avec tout l'exotisme et toute la pauvreté. Moi, je suis un peu fatigué de ça. Revenons un peu plus au projet. Je vais vous raconter un peu l'histoire, on va dire comment tout ça, on va dire comment le projet a germé. Quand on décide quand on vous propose en tous les cas de porter un pays, c'est quelque chose d'assez lourd, c'est quelque chose d'extrêmement important, on va dire, il y a une pression, il y a tout ça. Et c'est vrai qu'entre mes commissaires, entre mes amis, entre mes connaissances, la pression était
tout le monde me disait, il fallait absolument que je trouve un geste, il fallait absolument que je trouve une idée qui représente Madagascar. Alors ça, je vous avoue, je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé ce genre de choses dans mon travail, même si je suis malgache, même si mon sang est malgache. Je reste un artiste et mes émotions elles ne sont pas internationales, mais elles sont plutôt intimes. Donc je ne pourrais pas, c'est impossible pour moi de mettre des géographies sur mes émotions. Donc ce titre, J'ai oublié la nuit, I have forgotten the night, est un peu une réaction à tout ça. Je vais parler de Madagascar, mais je ne vais pas parler de Madagascar avec ses images. Je ne vais surtout pas utiliser des lémuriens ni des baobabs. Surtout pas des alouals, pour peut-être parler un peu plus d'art, parce que ça fait apparemment partie des grandes références malgaches. Je voulais juste parler de mes émotions intimes que je partage avec mon cher pays et que je partage aussi avec le monde. Et quand on parle d'émotions, je pense que les choses sont un peu internationales. Nous avons tous des émotions. Et c'était un peu l'exercice que je voulais faire pour ce pavillon. Oublier la nuit, oublier Madagascar, oublier peut-être beaucoup de choses pour justement mieux dessiner les choses, pour justement avoir plus d'émotions pour ce pays, pour le contexte, pour plein de choses. Après, on va dire cette mémoire oubliée ou tous ces oublis ne sont pas des oublis volontaires, ce sont des oublis ce sont un peu des jeux, parce qu'en même temps j'ai fait appel à un certain nombre de choses. Je pense qu'Emmanuel va en parler un peu plus que moi parce qu'il est très bon pour ça. J'ai fait appel à un poète, on va dire cher, qui est Jean-Joseph Rabé-Hervé, qui est un peu qui est un grand mélancolique malgré tout, voilà. J'ai fait appel à Rabé-Hervé, comme j'ai fait appel aussi à des références architecturales comme le Rouve, mais en même temps j'ai coté aussi du Jeanne Moreau quand je construisais ce projet, où je m'amusais aussi à écouter des chansons espagnoles comme Luz Casal. Donc pour vous dire encore une fois on parle de Madagascar, mais c'est le monde qui est le plus intéressant. Vive les émotions et les désirs. L'espace, pour ceux qui ont vu le pavillon, donc c'est un espace qui n'est pas immense, c'est un espace qui fait à peu près 200 mètres carrés, qui se trouve à l'Arsenal, c'est important de le dire, parce que pour une première, c'était quand même pas si évident d'arriver à l'Arsenal, être dans le cœur finalement être dans le cœur de la Biennale. On aurait pu atterrir au fin fond de la Giudecca et ça, il était hors de question. Il fallait être dans le cœur pour exister, il faut être dans le cœur d'ailleurs pour exister. Et ce pavillon, on va dire les murs, donc les murs sont tout blancs, je ne touche à aucun mur, et j'ai fabriqué un labyrinthe au milieu. Un labyrinthe, on peut s'y perdre, oui, peut-être, mais c'est aussi un livre. J'aime bien cette métaphore du livre, parce que la pièce est fabriquée, on va dire, et le médium que j'utilise, c'est du papier. Donc c'est un grand déballage de papier, des papiers noirs, et qui peuvent aujourd'hui évoquer des souvenirs, qui peuvent évoquer des espoirs, qui peuvent aussi évoquer des émotions d'aujourd'hui, entre amour, haine, entre vie et mort. Je vous parlais un peu de musique tout à l'heure, qui peuvent aussi évoquer ces musiques. Donc c'est une pièce qui est à la fois très personnelle, mais qui, j'espère, aujourd'hui parle en tous les cas à plusieurs personnes. Emmanuel, je te laisse parler un peu des références, parce que j'aime bien quand tu en parles, tu es très fort pour ça. Oui, enfin les références aujourd'hui, j'ai envie de dire, on les oublie finalement. C'était pour la construction, c'était pour réfléchir. On oublie tout. On oublie la nuit, mais on oublie aussi ces références. Même si elles existent, c'est vrai qu'il y a un palais à côté de Tana, qui est le palais d'Ilaf, qui était le palais du roi Radam II. Radam II est un roi un petit peu tragique. Qui allait dans ce palais d'été pour ses plaisirs en fait, et qui a été assassiné au bout de 2 ans justement pour sa vie un petit peu dissolue dans ce palais. Il était assassiné à la sortie de ce palais, et alors il était contre la peine de mort, il était contre la corvée, contre les impôts, etc. Donc c'était pas un mauvais roi, mais c'est dans l'histoire de Madagascar, c'est un peu le roi disparu, le roi qu'on voudrait oublier, qu'on voudrait. Et je sais que Joël aime beaucoup ce roi. Un jour, je pense que tu feras une pièce sur lui. Et dans ce palais, en fait, est un palais de bois de palissandre noir, avec des chevrons à l'étage,
Et donc il est reparti comme ça d'une architecture, mais il a transformé cette architecture en architecture comme un palais traversé par les vents. Ça me fait penser aussi à une petite sculpture de Giacometti qui s'appelle le Palais à 4 heures du matin, qui est une espèce d'architecture détruite, dévastée, fragile. Et donc il a fait cet énorme palais détruit, recomposé, uniquement avec du papier de soie noir, dans lequel on peut se perdre, qui peut se détruire, qui peut s'effilocher. Et puis il y a aussi cette idée de la nuit, parce qu'il dit que... il dit qu'il a voulu s'éloigner de Madagascar en parlant de la nuit, mais lui, c'est ce qu'il adore, c'est la nuit à Tananarive. Donc, en fait, c'était le retrouver, ce que Rabervel appelait une vision traduite de la nuit. La nuit qui est dans ce noir qui est aussi une lumière, quand on l'éclaire, quand on lui donne une certaine force, et quand on lui donne aussi un son, parce qu'il y a aussi un chant malgache qu'on ne comprend pas, puisqu'il est à l'envers. Mais est-ce que qui comprend le malgache? Personne. En fait, les gens pensent que c'est du malgache, d'ailleurs, alors que c'est une langue devenue incompréhensible. Et c'était aussi l'idée de la tombe, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui est très très fort à Madagascar, où on dit qu'il vaut mieux réussir sa mort que sa vie. Et c'est aussi le monde à l'envers. Pendant des siècles, on n'avait pas le droit de construire en pierre, parce que la pierre était le domaine des morts. Et donc, pour les vivants, il fallait construire en bois, essentiellement. Mais le papier est une forme aussi entre les deux, entre la pierre et le bois, hein, comme pierre, feuille, ciseaux, où on joue avec ça. Il y a d'autres références encore, parce qu'à un moment, on avait évoqué les Tsingy, mais bon, Joël trouvait que c'était trop cliché, c'est super dur pour y aller, très peu de gens le voient, il faut 2 jours de marche, donc c'est très cliché, mais c'est un truc absolument magnifique et qui n'existe qu'à Madagascar, avec justement cette architecture hérissée comme ça, à la fois dangereuse, funéraire et naturelle. Parce que la nature est très très présente dans le travail de Joël aussi. Quand il fait cette architecture, c'est une architecture de nature presque, qui joue avec le vent, qui joue avec le papier justement, avec ce papier de soie noire, qui reflète aussi quelque chose qui a à voir avec le clair de lune, ou la mélancolie. Il a pensé aussi au lac Tritri, avec ces 2 amoureux qui se sont noyés dedans et qui ont survécu à travers 2 arbres qui s'enlacent aujourd'hui, et qui s'enlacent de moins en moins, d'ailleurs, ce qu'on m'a dit, ils ont un petit peu de mal, les arbres. Mais donc, des références, oui et non, c'est son univers à lui, dans lequel il attire Jeanne Moreau, mais Jeanne Moreau, on sait, c'était Marguerite Duras aussi, et c'est aussi une forme d'exotisme, mais c'est un exotisme personnel, et c'est un exotisme intime, et qui n'apparaît absolument pas comme ça, mais malgré tout, c'est quand même très très malgache, c'est quand même très Madagascar, et même dans cette façon pudique de ne jamais dire les choses directement, toujours par le biais. Là. Donc, il a expliqué qu'il a fait un labyrinthe, ce qu'il appelle un labyrinthe de passion. Il faut savoir que le mot passion n'existe pas en malgache, par exemple. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas passionnés du tout. Si, ils sont très passionnés, mais ça ne se dit pas, il faut le dire autrement. Et c'est peut-être cette façon de dire autrement les choses qu'on retrouve dans ce pavillon de papier déchiré d'amour et de mort. On parle un peu de la nuit, Rin? Oui, parce que j'ai oublié la nuit, et c'est vrai que cette temporalité, voilà, pose peut-être question, pourquoi j'ai choisi la nuit. C'est sûr que c'est un temps, en tous les cas, moi, qui m'inspire, j'aime pousser la nuit, c'est sûr. Pas forcément pour la fête, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est vrai qu'avec Rin, on a partagé des nuits à Tananarive, aussi dans d'autres villes, mais peut-être que cette nuit, ce serait amusant. C'est amusant d'en parler. De toute façon, la pièce est noire, la pièce est en papier qui flotte dans l'espace. C'est une invitation effectivement à traverser une nuit qui peut être malgache aujourd'hui, peut être parisienne demain ou malienne après-demain. C'est une nuit effectivement qui est un territoire, qui est un temps, voilà, qu'il faut traverser. On rentre dans cette nuit, on s'y perd. On est aussi en train de vivre des émotions. Comme ça, sur l'image, effectivement, Joël l'a dit, ça fait référence visuellement à un grand livre déballé, mais on voit aussi dans la manière dont les choses sont présentées, on dirait aussi des robes pour
effectivement, on s'habille pour aller dans la nuit. Il y a ce côté aussi un peu théâtral des choses, parce que comme la pièce est accrochée, on dirait effectivement qu'on est dans une mise en théâtralité de cette nuit-là. Donc en fait, si vous voulez, pour moi, la pièce est une invitation à traverser quelque chose avec ses propres, effectivement aussi, sentiments, qui rencontrent les sentiments qui sont les sentiments propres à l'artiste dans la manière de concevoir les choses. Mais quand on traverse, quand on se promène dans cette pièce qui est donc J'ai oublié la nuit, moi-même personnellement, comme si je me perds dans une nuit malgache, comme on en a vécu autant à Tananarive. C'est une nuit noire, c'est une ville qui est plongée dans la nuit sombre et ténébreuse, parce que voilà, l'éclairage public est un problème, est un problème pour la ville de Tananarive. Et c'est aussi une nuit où on rencontre aussi des lumières. Voilà, il y a les bars, il y a les gens qui se chauffent dans la rue, en brûlant des choses. C'est aussi une nuit où on peut rencontrer des gens qui nous apportent de la lumière. Une nuit tananarivienne est une nuit où on peut effectivement rencontrer aussi plusieurs histoires, rencontrer aussi plusieurs sensations. Et je pense qu'on retrouve la somme de toutes ces expériences-là à travers cette proposition. Effectivement, je l'articule à ma manière en tant que malgache, en tant que tananarivien, mais je pense que tout un chacun aussi peut l'articuler selon sa propre expérience d'une nuit passée quelque part. Et on parle là de J'ai oublié la nuit, on parle d'oublier quelque chose, mais quand on tente d'oublier quelque chose, on se souvient toujours, c'est-à-dire qu'on est aussi dans la mémoire. Et c'est ça aussi qui est importante dans l'expérience de cette installation, c'est que on essaie d'oublier quelque chose, mais on se remémore aussi dans ce processus d'oubli. Et donc on est dans la mélancolie, on est dans la nostalgie de quelque chose, d'un instant, d'un espace, d'une expérience, d'histoire, d'histoire nocturne. Je fais exprès de vous montrer que des détails pour l'instant, avant qu'on arrive dans l'installation. Emmanuel ? Oui. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que le pavillon Madagascar a été beaucoup rapproché des pavillons africains. Bon, c'est vrai qu'il y avait le Ghana qui participait pour la première fois, mais Madagascar n'est pas en Afrique. Et c'est ça qui est assez curieux. Et quand on disait on a mis Madagascar sur la carte, plus ou moins, hein, parce que bien sûr, mais enfin, disons au moins sur la carte du monde de l'art, Madagascar a sa particularité, c'est qu'elle est justement entre l'Indonésie, l'Inde et l'Afrique. Et c'est l'océan Indien, en fait. Et c'est une culture tout à fait particulière qu'on ne peut pas assimiler comme ça d'un seul coup, à l'Afrique. C'est une des composantes, mais ça n'est pas la seule. Et puis, bien sûr, chez Joël, il y a une composante aussi occidentale. Donc, c'est ce mélange aussi qui arrive avec, je dirais, la grâce de l'Indonésie, la puissance de l'Afrique et peut-être la sensualité de l'Occident, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Tu nous cites du Rabé Harvel. Oui, un peu. Mais c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Parce que Rabervel, pour Joël, c'est une référence évidente, mais je ne sais pas si beaucoup de gens ici connaissent cet immense poète qui a toujours voulu venir à Paris et qui s'est suicidé avant d'y arriver, et qui est vraiment un très très grand écrivain de langue française et de langue malgache, et qui est quand même une source très forte chez toi. Tu as fait quand même pas mal d'œuvres inspirées de lui. Moi, ce qui m'intéresserait de te demander, c'est en fait cette pièce de Venise, en quoi elle te résume un peu. Est-ce que tu considères que c'est
une pièce étape, comme une espèce de somme à partir d'un moment de ta vie, ou bien c'est juste une étape parmi d'autres? C'est sûr qu'aujourd'hui, Venise est une étape. On va dire une étape dans une carrière. Et c'est vrai que c'est une question qui est toujours posée. Qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fabrique pour un artiste, le fait d'aller à Venise. Donc c'est sûr que c'est une étape. Après, moi, je le dis clairement, ce n'est pas une finalité. C'est une étape dans une carrière, c'est une étape aussi pour rencontrer le monde. On va enlever la géographie malgache, mais c'est une étape pour rencontrer le monde de l'art. Et voir plus d'ailleurs, parce qu'on va un peu au-delà du monde de l'art quand on est à Venise. Tout à l'heure, je disais, on avait une discussion. Moi, je rêve presque aujourd'hui, je fais un peu de provocation, c'est que le 24 novembre, je vais enfin redevenir un artiste tout court, un artiste contemporain. Parce que, voilà, pendant des années, je n'ai pas porté un drapeau malgache. C'est sûr que là, je l'ai porté et je le porte réellement jusqu'au bout. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de devenir un artiste. Et juste un artiste qui a envie de parler de ses émotions. Et quand on parle de cette étape, justement, j'ai envie d'expérimenter encore plus ces émotions. Peut-être que cette pièce est un condensé de toutes ces émotions que j'ai expérimentées depuis très longtemps, à travers de l'architecture, à travers des amours et des désamours, à travers des émotions, des déceptions aussi quelque part. Quand je parle de déception aujourd'hui, c'est que Venise, en tous les cas, a changé le regard des gens par rapport à mon travail, peut-être par rapport à ma personne aussi. Donc, je vais passer à autre chose. J'aurais peut-être envie d'expérimenter. Oui, j'ai envie d'expérimenter autre chose. Peut-être que c'est aussi j'ai peut-être fait ma valise par rapport à Madagascar, même si je vais toujours à Madagascar, je produis toujours à Madagascar et que je n'arrêterai pas de produire Madagascar. Mais j'ai une autre vision du monde. J'ai une chose que j'aimerais dire aussi, c'est quand on est un artiste à Venise, quand on porte un pays, on n'est pas qu'un artiste. On est à la fois un artiste parce qu'il faut fabriquer une œuvre, parce qu'il faut produire quelque chose de grandiose et quelque chose d'extraordinaire. C'est une vraie angoisse, à vrai dire. Mais on est aussi un peu un maître, on va dire un chef d'orchestre. Ça veut dire que il faut que les formes, on va dire, qui sont autour soient cohérentes. Et c'est vrai que par rapport à mon travail et ma posture, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est peut-être un peu mon défaut d'architecte, mais moi je voulais que les choses ressemblent. Je maîtrise un peu trop de choses peut-être. La manière de communiquer, comme Emmanuel l'a annoncé dès le départ, c'est qu'il fallait trouver les moyens. Donc aujourd'hui, c'est sûr que Madagascar aujourd'hui n'était pas le meilleur, on va dire, on peut parler de Madagascar, mais c'était pas ça forcément qui marchait, mais c'était plutôt mon nom. Je le dis, hein, c'est vrai. Donc à un moment, on devient un chef d'orchestre où il faut tout organiser, et c'est réellement un challenge pour un artiste. De manière plus simple, c'est un test en fait, c'est un examen de passage pour un artiste. Venise, en tous les cas sur l'histoire des pavillons nationaux. J'en ai parlé à Laure Prouveau, elle dit exactement la même chose. C'est que et en plus, on va dire, moi je suis sur une posture un peu peut-être complexe, parce que je prône tellement le fait que l'Occident m'intéresse, qu'en même temps on parle d'Asie et qu'il faut aller en Asie, que Madagascar reste le centre du monde. Donc peut-être que je ne sais pas si je suis vraiment malgache ou pas, mais peu importe, et je m'en fous vraiment. Mais voilà, on brûle quelques plumes. Pas les ailes, mais on brûle quelques plumes malgré tout. Et après cette étape, c'est sûr que j'aurais envie d'aller ailleurs. Je veux dire, j'imagine déjà des choses, différentes. Par exemple, ma prochaine exposition est tout un jeu autour de la sérénade, comme je vais aller à Sydney et j'ai fabriqué, on va dire, je suis en train d'essayer de fabriquer une map monde. Donc peut-être que ça va... C'est encore trop proche. Emmanuel, c'est encore trop frais. On va dire, on a ouvert le pavillon il y a 4 mois, il se terminera dans 2 mois, mais c'est sûr que je vais passer à autre chose. C'est une étape, mais en tous les cas, ce n'est nullement une finalité. Parce que effectivement, Venise pousse
pousse à l'excellence quand même. C'est une compétition, c'est ce que l'on disait, c'est comme les Jeux Olympiques de l'art. Et c'est pas nouveau, hein, puisque c'est quand même là que Tintoret a fait la plus grande peinture du monde, hein, avec la peinture du paradis. Vous entendez? C'est exactement ça le truc. Vous allez à Venise et on vous met ça sur la tête. Alors à partir de là, vous dites qu'est-ce que je fais? Entre Tintoret et votre pauvre existence, il y a quand même des choses difficiles. Tintoret, à l'époque, c'était pareil pour lui. Il avait Titien en face de lui, hein, donc c'était pas évident non plus. Hein. Il fallait emporter le morceau, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas simple du tout, Venise. Et combien d'artistes retient-on de la Biennale? Très très peu, finalement. Il y en a tellement qu'on en retient très peu. Donc c'est vrai, il faut faire un peu. Mais c'est ce que tu as fait. Tu as fait un projet par rapport à toi-même. Et c'était le bon choix, parce que tu as utilisé donc du papier, ce que tu utilises aussi bien que le tissu, même si tu es plus connu pour le tissu, mais tu utilises le papier aussi. Et tu es resté fidèle au noir, tu es resté fidèle à la nuit, tu es resté fidèle à toi-même finalement, mais avec une forme qui est peut-être plus impressionnante que ce que tu avais pu faire jusqu'à présent. Oui, c'est ça. On a la matière juste sous le nez. C'est quoi ton rapport avec le papier? Pourquoi le papier? Bon, on va peut-être parler du tissu, oui, et après oui. on parlera Voilà. papier. Tu peux non. rentrer par le tissu pour arriver au papier, mais voilà, je me mets à la place des gens qui sont Oui, devant nous aussi. le médium est Pourquoi quelque ce chose. médium? Le médium est quelque chose d'important. Je pense qu'à travers ce projet de Venise, j'ai réussi à écrire un titre ou une sorte de définition de mon travail où je parle de la matérialité des émotions. Et à partir de cette recherche, on va dire, cette recherche émotionnelle et comment traduire les émotions, qu'elles soient encore une fois joyeuses ou désespérées, on parlait de mélancolie et de nostalgie. Moi, il y a deux paramètres qui m'intéressent. Il y a l'espace. Donc, je fais toujours, on va dire, je travaille la plupart du temps sur des espaces dans lesquels on déambule ou justement on s'arrête dans cet espace. Mais cet espace, il faut justement remplir cet espace de matière. Et c'est vrai que la première matière que j'ai trouvée était le tissu. Alors bien sûr, on peut faire un raccourci très vite parce que je suis malgache et bien sûr Madagascar, on adore le tissu, on est avec et on meurt avec. D'ailleurs, quand on meurt, c'est avec des... Comment on appelle ça? On va dire des épaisseurs, c'est un millefeuille. Donc c'est peut-être évident. Mais le textile aussi est intéressant parce qu'il y a une énergie autour du textile, parce que nous avons tous du textile sur nous, sauf les nudistes, mais même les nudistes, ils disent nudistes parce qu'ils n'ont pas de textile. Donc c'est peut-être de la frustration. Et en même temps, c'est un très beau langage. Je trouve qu'on peut parler textile à Aubusson, comme on peut aussi parler d'un seul coup de textile à Tananarive avec des lambamènes, ou on peut parler des kimonos du Japon. Et je trouve que c'est un langage qui est tellement universel et inépuisable, et je trouve ça intéressant. Le papier est arrivé effectivement un peu plus tard, mais c'est à peu près la même chose. Sur du papier on écrit, sur du papier on note, avec du papier on plie. On peut parler d'origami comme on peut parler d'emballage. On peut parler aussi de livres, mais en même temps, ça peut être des registres, comme ça peut être du papier peint. Et j'aime ce rapport un peu, on va dire, pas universel, mais où quand une matière peut aller partout. Je trouve ça très fort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je la maîtrise, je la colle, je la déchire, j'en fais des tonnes, on va dire. Et c'est dans cette recherche, on va dire, presque infinie de l'émotion. Jusqu'où, et à la fin, on peut parler des émotions, c'est qu'on a toujours des émotions, sauf après le dernier souffle. Non, c'est pas le dernier souffle. Et le papier est asiatique aussi. Le papier est asiatique, mais tu dis asiatique parce que... Ils l'ont inventé. Ah, d'accord, ok. C'est pas les Égyptiens? Non. D'accord, bon. Ça c'est fini alors. Bon, ce sont les Asiatiques. On a du papier aussi à Madagascar, ça s'appelle le papier antémour, mais que j'aime pas beaucoup parce qu'il a pas beaucoup de souplesse. Bon voilà, vous découvrez l'œuvre à peu près. Mais bon, les images, on n'est pas là pour parler des images, mais j'ai fait un peu exprès aussi de montrer la matière, et je pense que la question de Rin était parfaite, et que là on rentre dans l'espace.
voilà, il y a cette perspective aussi de ce labyrinthe de papier, ce grand livre où on se plonge dedans, qui peut peut-être reposer des questions aujourd'hui. Et puis par rapport à ce que tu as dit, Erin, tout à l'heure, effectivement, c'est comme un rideau de théâtre, mais vous voyez qu'en fait, il ne touche pas le sol, ni en hauteur, ni sur les côtés, ni sur le bas. J'ai une réponse par rapport à ça. Vas-y. Maintenant, je l'ai parce que je pense que c'est après la construction du pavillon. Maintenant, le pavillon existe et je me suis fabriqué une réponse. Encore une fois, voilà, nous sommes dans un pavillon malgache, le pavillon Madagascar. Et au départ, c'est sûr, quand j'ai conçu l'œuvre, j'ai conçu l'œuvre à travers l'espace et ce que je voulais raconter, on va dire les émotions que je voulais partager. Mais en fin de compte, quand le pavillon a été monté, je me suis rendu compte que le pavillon était malgache, donc ces murs de l'Arsenal, ce plafond de l'Arsenal et ce sol de l'Arsenal étaient malgaches, identifiés avec cette signalétique qui était marquée, on va dire frappée avec des lettres noires, pavillon Madagascar. Mais l'œuvre flotte dans cet espace. Et quelque part, c'est une manière de dire que cette œuvre, elle est à la fois malgache, mais elle est encore une fois très internationale. Elle pourra vivre ailleurs. C'est une posture que j'ai trouvée comme ça quand j'ai vu le pavillon monter. Je n'y ai pas pensé, franchement, au début. Et pour moi, c'est aussi un drapeau pirate. Oui, je vais sortir les épées alors. Non, ça veut dire que c'est un bateau, ça bouge. Oui, aussi, oui. et ça peut s'affranchir aussi de Madagascar aussi, même si à Madagascar, il y avait la ville des pirates, Libertalia, qui essayait de créer une société utopique. Mais c'est très bien de parler de bateau, parce que moi, il y a une œuvre je vais être un peu sincère, il y a une œuvre qui m'énerve énormément au bout de l'Arsenal, qui est un bateau de migrants, et je trouve que si tu dis que mon pavillon est un bateau, non, dans le sens où c'est un bateau, en tous les cas, pour moi, c'est un bateau d'émotion, et je ne joue pas du tout sur ce genre de choses, et ce sont des petites choses qui m'agacent un tout petit peu. L'émotion contre l'actualité. Tu voulais dire un truc ? Pas spécialement, mais je vois plus une île qu'un bateau, mais voilà, chacun. C'est une voile aussi, c'est une voile. Oui, une île de voile. Oui. Donc là, on voit aussi que c'était une œuvre immersive, donc on peut passer d'un côté à l'autre en passant à travers les trous. C'est une œuvre trouée dans laquelle, effectivement, dès on est obligé de se pencher, donc on éprouve aussi ça comme une sculpture. Or, c'est une sculpture de rien, puisque c'est du papier extrêmement fragile, extrêmement léger, mais on l'éprouve comme quelque chose de très lourd, alors que ça ne pèse pas. Et ça, c'est quelque chose d'étrange. Étrange. J'ai une pièce qui s'appelle L'étrange. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi. J'aime bien l'étrange, j'aime bien l'incertitude. C'est des choses qui sont des choses qui m'intéressent, parce que ce sont des choses qui ne sont pas palpables et qui, je pense, reviennent toujours. On se retrouve toujours dans ce domaine un peu émotionnel. Donc c'est peut-être pour ça que ce bateau est étrange. Il est aussi étrange parce qu'il est tout noir, c'est peut-être ça, et qui pose des questions. Les premières images, j'ai commencé par ces premières images pour démontrer aussi la profondeur de ce noir. Et c'est vrai que Emmanuel a écrit, dans une partie du texte, curatorial, tu écris aussi que ce pavillon n'est pas un pavillon, c'est pas un hommage à un pays, mais c'est un hommage à l'outre-noir. Et j'aime beaucoup ça. Beaucoup de personnes me posent la question pourquoi je travaille sur le noir. Et ma réponse est très simple, c'est que le noir est extrêmement coloré. Il faut beaucoup de choses. Il faut finalement beaucoup de violence. Il faut beaucoup de violence pour arriver à trouver un noir presque parfait. Et dans ces papiers qui sont tordus, qui sont déchirés, le papier est noir, mais ce qu'il y a de plus intéressant encore dans cette série, et encore plus à Venise, ce sont les interstices de ce noir. Et c'est dans les interstices de ce noir, c'est dans les interstices que les histoires sont écrites. C'est dans ces moments de mystère, justement. C'est aussi dans les bruissements de ces feuilles noires, qui sont très très noirs, où d'un seul coup le vent passe et pour moi en tous les cas, elle me raconte des histoires, j'espère pour l'audience aussi, mais toute l'idée elle est là. Tu dis que le noir n'est pas une couleur mais une attitude. Oui,
on va faire plus simple d'abord, je suis habillé tout en noir, mais encore une fois, on va dire, tout à l'heure, je viens d'en parler de violence, c'est que c'est une vraie recherche. Et pour y arriver, il faut expérimenter. Et pour expérimenter, il faut une attitude. On va dire, le papier, ce papier-là est assez simple parce que c'est un seul papier. C'est du papier de soie qui est imprimé à l'encre à l'eau. Donc nous sommes sur un monochrome et nous sommes sur un mono-élément. Mais par exemple, sur tout le travail textile, c'est quelque chose de plus complexe parce qu'il faut à la fois gérer des états de texture, comme il faut gérer des états de couleur qui réagissent en fonction de la lumière, qui réagissent même en fonction de temps en temps de la coupe. Et c'est là où finalement on arrive à une histoire de posture, à une histoire d'attitude, parce qu'il faut aussi savoir se comporter en face d'une matière. La force de la matière, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il n'y a pas si longtemps, j'ai travaillé sur ma première tapisserie d'Aubusson, et là, c'est un vrai challenge, on va dire, c'est un vrai dilemme d'être en face d'une matière, dans une technique, on va dire, extrêmement maîtrisée. Mais à un moment, la matière, voilà, c'est la matière qui gagne. On va dire, il y a le désir, mais la matière gagne toujours de temps en temps. Je voudrais juste te poser la question par rapport aux néons qui ne servent pas juste là pour éclairer la pièce, mais qui apportent aussi voilà, une autre dimension à la pièce et à ta manière même de fabriquer et de travailler. Bon, c'est un peu redondant les néons parce que ça fait un moment que je tourne autour. J'aurais pas de réponse claire, mais c'est vrai que dans certaines nuits de Bamako ou dans certaines nuits de Tananarive, on va aller peut-être un peu plus au sud ou dans des nuits de Cotonou. Moi, je trouve ça toujours très beau d'avoir ces néons comme ça qui sont posés un peu à l'horizon. C'est juste très esthétique. Peut-être la réponse est un peu simple, mais je trouve ça très beau. Et en même temps, c'est une jolie lumière. Alors, effectivement, ça peut être un peu froid au départ, mais aujourd'hui aussi, la technologie fait qu'on peut utiliser ces néons avec des températures différentes. Peut-être que ça fait contemporain aussi. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que non, sur la pièce de Venise, je suis assez... C'est une vraie volonté. Au départ, il y avait tout un jeu avec des projecteurs et tout ça, mais je voulais vraiment pas rentrer dans une posture prétentieuse sur l'œuvre de Venise. Je voulais rester, en tous les cas, sur une apparence plutôt humble, et de mettre 40 projecteurs pour donner finalement un peu plus de drame à la pièce, c'était un peu trop. Et je suis resté avec cette lumière simple. C'était malgré tout très compliqué de monter ça parce que même la lumière est suspendue. Mais finalement, cette lumière, elle n'est pas trop prétentieuse, elle est plutôt simple. Et je trouve que ça correspond assez bien aussi à ce livre de papier. Voilà, c'est pas un papier artisanal, c'est pas un papier extrêmement compliqué. Pour faire plus simple, c'est un papier d'emballage. Le papier de soie est un papier d'emballage. Et je pense que dans le dialogue de la lumière et de ces papiers, c'est plutôt juste d'utiliser juste ces lignes. Bon, je pense qu'on a parlé beaucoup, mais c'est bien de poser des questions si vous avez des questions. Ce serait bien d'avoir des questions. Pardon, j'ai pas entendu. Pourquoi elles sont en hauteur, les lumières, c'est ça? D'en haut? Oui, les lumières viennent d'en haut. Elles sont suspendues. Tout est suspendu. Il n'y a rien qui touche le mur. Les lumières, les papiers. Et en fait, il y a aussi une pièce sonore qui accompagne l'œuvre. Tout est suspendu. Tout vient du ciel. Tout vient du ciel, mais c'est assez intéressant, on va dire, dans l'histoire de la suspension, parce que dans l'idée de l'œuvre aussi, il y a l'idée d'inverser le monde. La terre devient le ciel et le ciel devient la terre. Entre le paradis et l'enfer, on ne sait plus.
Emmanuel, tu peux parler. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu parles pas mal de ça. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si en fait la Terre est au-dessus, si c'est l'éclairage du jour ou si c'est l'inverse. Est-ce qu'on est dans le sol? Est-ce qu'on est sur le sol? Avec cette espèce d'amas comme ça de matière, il y a une grande incertitude. Est-ce que c'est un tombeau? Est-ce que c'est... ça rajoute dans cette... est-ce que c'est le retournement des morts, hein, comme vous savez, c'est une des traditions de Madagascar, même si elle se perd. Donc il y a toute cette incertitude. Et c'est vrai que Joël a insisté sur l'incertitude, et moi ça me fait penser à ce vers d'Apollinaire, incertitude ô mes délices, vous et moi nous nous en allons. Et je trouve que c'est un petit peu ça. Oui. Ah, pardon. Non, mais C'est pas vu. Non. Non. Après. Vous avez parlé du matériau, donc c'est du papier de soie trempé à l'encre de Chine. C'est du papier de soie qui est imprimé à l'encre à l'eau. C'est de l'aquarelle en fait. D'accord. Je vois en bas à gauche qu'il y a un jeu de transparence peut-être. Exactement, oui. Je me demandais si vous pouviez en parler un petit peu, ou s'il y a eu un travail sur la profondeur, la réflexion, l'opacité, si vous pouviez en parler un petit peu. Merci. Oui, c'est quelque chose sur lequel, on va dire, je travaille sur ça. Peut-être moins sur le papier parce que sur le papier, je travaille beaucoup plus sur l'opacité et sur les masses. Mais en tous les cas, sur mon travail textile, je travaille énormément sur les transparences et aussi, on va dire, le côté opaque, pas forcément, mais en tous les cas, entre des densités et des transparences, entre la légèreté et l'opacité. L'œuvre de Venise on va dire, ne joue pas uniquement sur l'idée de la transparence. Pas uniquement, c'est pas tant ça. En fait, à travers la suspension, l'œuvre en fait bouge. Je vous parlais tout à l'heure un peu des bruissements, les bruissements de l'œuvre quand on passe à côté. Un corps peut faire bouger ces quelques feuilles, mais aussi derrière, par exemple, là où vous voyez de la transparence, il y a aussi l'entrée, une des entrées en fait du pavillon. Et à partir de là, il y a le vent, et ce vent fait bouger des choses. Et les papiers sont extrêmement denses au départ et ils s'effritent au fur et à mesure. Donc oui, la réponse était oui, je vous donnerai juste des petites indications. Mais c'est quelque chose d'intéressant, on va dire, qui m'intéresse, surtout quand je travaille, on va dire, toujours sur des dualités. On parlait tout à l'heure d'incertitude ou de certitude, et c'est sûr qu'entre la masse et la légèreté, entre l'opacité et la transparence, ce sont des choses qui font sens. Oui. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, Emmanuel Deydé a parlé d'une esthétique malgache particulière. Je sais bien que vous, Joël, vous aimez pas trop... Enfin, je peux comprendre parfaitement que vous ne vouliez pas qu'on vous réduise à un artiste malgache, puisque vous étiez artiste avant d'être l'artiste malgache du pavillon. Mais ma question, c'est est-ce que vous pensez que vous avez trouvé une esthétique qui pourrait traduire cette esthétique malgache, entre guillemets, qu'on aimerait trouver, enfin, entre guillemets. En fait, je vous pose la question parce que c'est ma recherche en thèse, donc c'est pour ça que si vous avez des réponses matérielles ou autres, ou esthétiques à ça. Moi, je vais répondre en tant qu'artiste. Après, je vous répondrai en tant que malgache. Après, je pense que Rin aura des choses à dire aussi par rapport à ça. En tant qu'artiste, et je pense depuis le début, je suis assez clair par rapport à ça, c'est que je n'insiste pas du tout sur ce principe-là. Je n'insiste sur aucune appartenance. Et l'appartenance, elle n'est pas uniquement nationale, mais on peut aussi parler de genre, comme on peut parler d'autres choses, si vous voulez. Je n'appartiens à aucun clan. On va dire le côté clanique ne m'intéresse pas, ni le côté national. Là, pour le coup, je deviens effectivement un artiste malgache. Donc, voilà, ok, il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais vous répondre en tant que malgache.
si vous voulez, j'ai un passeport malgache, je suis né à Madagascar, je m'appelle Andriano Meharissou, mes parents sont malgaches, je suis né à Antananarive, j'ai toujours une maison à Faravouj. Je ne sais pas si, en tous les cas, mon corps retournera à Madagascar, donc je pense que c'est énorme, c'est beaucoup, déjà. Donc si on doit parler d'esthétique malgache, c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Tout à l'heure, j'ai fait un petit jeu avec les alouals et les baobabs. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est pas ça. Mais tout peut être une esthétique en tous les cas et tout peut être une esthétique malgache. Mais s'il faut que je vous donne des références ou une réponse, et c'est là où je réponds un peu plus avec Rabé Arvel, parce que pour moi c'est une esthétique malgache, parce que c'est une âme malgache. Et quand j'ai construit ce pavillon, et je le dis d'ailleurs de temps en temps, c'est que il n'y a pas de forme malgache, et c'est sûr, il n'y a pas de forme malgache, comme c'est pas non plus une forme européenne, ou c'est pas une forme suisse, il n'y a pas de problème. Mais l'âme est malgache. Le sang qui coule dans cette œuvre est malgache. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc je pense que l'esthétique malgache, c'est un faux débat, en vérité. C'est ce que je pense, hein, je m'engage à rien. Moi, je pense que la conception, l'idée d'une esthétique malgache existe parce que au pays, on a toujours tendance à considérer le fait... Non, mais c'est la réalité, à Madagascar. Quand on a un bout de vannerie, quelque part, on se dit oui, c'est malgache. Quand l'artiste doit partir à l'international pour représenter le pays, on doit faire effectivement référence au code du folklore ou de la culture en général ou des matières qui nous représentent à l'international. Et c'est pour ça que ce débat existe ou cette idée existe parce que c'est la manière de faire en général à Madagascar. Mais effectivement, on n'est pas du tout dans ce rapport-là avec notre pays dans ce projet. Mais si vous faites une thèse, je pense qu'il faut ouvrir, peut-être qu'il faut ouvrir la pensée. Je pense que la question, elle n'est pas juste malgache, elle est juste générale. On va dire aujourd'hui, parlons d'esthétique, mais arrêtons de parler d'esthétique sectaire comme ça. J'ai tort, j'ai raison? J'ai un peu raison parce qu'il vient de m'assassiner. Oui, il a raison. En même temps, je pense que Joël n'aurait jamais fait une œuvre pareille s'il n'était pas né à Madagascar. C'est là où j'insiste dessus, c'est que l'âme et l'âme profonde de cette œuvre, elle est malgache. On pourra en parler, on va dire on peut en parler, mais la représentation, je sais pas, on va dire c'est difficile une représentation aujourd'hui. En même temps, tu as fait une représentation très, très personnelle et peut-être que c'est comme ça qu'on invente aussi, réinventer une esthétique malgache, si c'est ça. On peut pas, une esthétique malgache, c'est pas, ou française, ou etc. Elle est toujours nourrie d'apports différents et on n'arrête pas de la réinventer. Donc c'est une réinvention. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu, mais en même temps, je pense que si Joël ne venait pas de Madagascar, il n'aurait jamais fait ça. Moi, je peux vous poser la question alors, parce que vous êtes plus intelligente. C'est quoi vous l'esthétique malgache? Non, c'est bien, vous travaillez dessus. Moi, je suis artiste, hein. Moi, je fais des collages en papier. C'est tout ce que je fais. En fait, je ne saurais pas répondre, puisque justement, je suis en recherche. Mais je pense que j'ai une hypothèse, en tout cas, et que vous avez très bien... On a commencé par ça, en fait. Et c'est pour ça que je relance la question. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur, bien sûr, l'enfermement. On n'est pas du tout là-dedans. C'est justement une question ouverte. Et en fait, pour moi, en tout cas, l'hypothèse, c'était le fait d'exprimer des émotions comme vous le faites, mais par une autre manière, une autre... je sais pas, je saurais pas le dire là parfaitement et correctement et peut-être explicitement, mais que ça soit pas dit directement. Et donc moi, en fait, par exemple, le sous-titre de ma thèse, ça s'appelle Esthétique de l'intime, poétique de la pudeur. Et c'est vraiment toute cette histoire de pas dire directement et avec des... Enfin voilà, c'est ça. Je pense que ça pourrait correspondre à votre travail, en tout cas. Non, c'est très juste ce que vous dites, et je vais même vous dire que j'adore. Et réellement, c'est quelque chose qui est profondément malgache. Oui, voilà. Mais vraiment, c'est une vraie attitude malgache. Il y a plusieurs artistes, en fait. Enfin, vraiment, il y a pas mal d'artistes malgaches, malheureusement. Du coup, je vais devoir enfermer quand même géographiquement ma recherche, mais
Mais en tout cas, ça répond à ce... C'est en oui, résonance. vous répondez. Pour moi, c'est parfait. Et on va même aller au-delà de l'art malgache. C'est que c'est une attitude malgache, mais réellement, la pudeur, on en parlait un peu, Emmanuel, on va dire, le dit très bien, mais c'est vrai. C'est vrai que nous sommes un peu dans le non-dit, c'est vrai que nous sommes dans des choses... Voilà, on aime bien passer, on va dire... on aime bien les chicanes aussi, on va dire, Exactement. si on doit parler un peu d'espace. Et c'est bien, et c'est une vraie attitude. Et je pense que les choses sont là. Et en plus, on va dire, s'il faut pousser la discussion un peu plus loin, c'est très compliqué parce que Madagascar, c'est énorme. Et alors après, s'il faut qu'on traite avec toutes nos ethnies, alors là, c'est encore autre chose. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, alors. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une question dans l'assistance. Est-ce que vous avez tous vu le pavillon ou il y en a qui ne l'ont pas vu? La majorité, c'est pas comme ça. Un petit sondage. Attends. La question, c'est est-ce que vous l'avez vu? Bon. Alors, qui ne l'a pas vu? Est-ce que vous pouvez le lever, voilà, pour qu'on voit un petit peu? Oui, la moitié de la salle, oui. Alors, très bien. Ben, c'est formidable d'être venu. Jusqu'au 24 novembre, vous pouvez aller à Venise. Surtout que l'hiver, Venise est moins cher. Voilà. Merci. Bonne soirée.